à tous d'avoir choisi cette conférence. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de parler de la code review. Les expériences en code review, c'est pas forcément quelque chose de toujours hyper agréable. Je pense qu'on a toutes et toutes vécu des moments où on s'est dit j'aurais préféré faire autre chose plutôt que de vivre ça. Donc l'idée, c'est que je vous partage la pire expérience que j'ai pu vivre dans le cadre d'une code review. En tant que manager, donc en plus, j'étais même pas directement impliqué dans cette expérience-là, et essayer de décortiquer un peu pourquoi ça s'est finalement assez mal passé. Bonjour, je t'en prie, installe-toi. Pourquoi ça s'est si mal passé et quel enseignement on a pu en tirer pour améliorer un petit peu les choses derrière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'Agile Tour Bordeaux, c'est un événement gratuit dans des bâtiments qui sont super bien. Salut, installez-vous, pas de souci. C'est un événement énorme, plein de conférenciers, énormément de choses mises à la disposition de tout le monde. Ça se fait pas tout seul, faut trouver des sponsors, faut les convaincre de donner un coup de main à l'événement. Il y en a énormément, Infotel, Betclic, Capgemini, Dedalus, OBI, Pont, le Campus Innov bien sûr, Cybert, la Banque Postale, Nexton, Pixis, France Travail, Okiwi, Piano, Thermo Fisher, SQLI et Electra. Ça fait beaucoup de monde pour un super événement. Encore un grand merci à tous les sponsors. Je sais à quel point c'est difficile d'aller chercher les gens pour ça. Je remets rapidement en avant le forum des partenaires. Donc ce matin, si vous avez eu de la chance d'avoir du café froid ou du jus de fruits ou des viennoiseries, dans cet espace-là, vous allez avoir l'occasion de rencontrer les différents sponsors si vous voulez discuter d'un petit peu tout. Il y a vraiment un état d'esprit. Ils ne sont pas là pour vous vendre des choses, mais plus faire connaissance, avoir l'occasion d'échanger. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer dans cet espace-là, un petit peu n'importe quand durant l'après-midi. Maintenant, pour parler de moi rapidement, je ne vais pas vous faire tout mon parcours. Donc, je m'appelle Olivier Breda. Aujourd'hui, je suis coach Agile Senior et Engineering Program Manager chez Augury, qui est une start-up dans le monde de la publicité en ligne. Je coach un certain nombre d'équipes au sein de la boîte et également, j'ai un rôle de facilitateur transverse sur des projets qui nécessitent la coordination de plusieurs services et plusieurs équipes de développement IT. Pour mon parcours de manière générale, ça fait 15 ans que je suis dans l'IT. J'ai commencé en tant que développeur pendant 6 ans et après des rôles de manager, de coach agile qui ont un petit peu varié et évolué au fil du temps. Si ça vous intéresse, si vous voulez rester en contact, n'hésitez pas à scanner le QR code pour mon profil LinkedIn ou à me chercher un petit peu plus tard dans la journée. Ou si vous voulez échanger après la conf, ce sera évidemment avec grand plaisir. Maintenant, j'ai envie de vous parler de ma première fois. Ma première fois, il y avait Solène. Elle était chouette, Solène, hein, je l'aimais beaucoup. Mais elle n'était pas toute seule. Il y avait Corentin aussi. Tous les deux, développeurs seniors, assez aguerris. Et puis, au bout d'un moment, il y a Lucas qui est rentré dans la danse, donc ça commence à faire pas mal de monde. Ce qui s'est passé, c'est que Corentin, dont j'étais le manager, s'est dit tiens, je vais faire une première pull request que je vais envoyer à Solène, parce qu'il se trouve que Solène et Lucas, chez Coachable, la boîte où j'étais il y a quelques temps, ils avaient mis en place une architecture de micro-front-end parce qu'on avait un monolithe front-end dans lequel plus personne ne voulait mettre les mains. À chaque fois, c'était non, il ne faut pas aller toucher à ça, c'est affreux, on va tout casser. Donc ils se sont dit, il y en a marre, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre, un peu mieux foutu, un petit peu plus moderne, un petit peu plus modulaire, facile à faire adopter à l'ensemble des devs. Et c'était quelque chose de plutôt bien foutu. Et puis à un moment, dans l'équipe que je drivais, avec Corentin, donc, on a eu besoin de créer des nouveaux front-end. Et donc de commencer à rentrer un petit peu dans cette architecture-là. Lucas, il était en congé paternité, donc comme c'était un petit peu lui le grand chef et que Solène, elle avait bossé quand même avec lui, la pull request, elle est partie chez Solène. Et puis Solène, elle a vu ce truc-là arriver. Elle a dit non, il y a des trucs qui vont pas, revois ta copie. Corentin, motivé, pas de problème, il revoit sa copie. Il renvoie, puis Solène dit non, c'est toujours pas bon, tu fais ça comme ça, nous on veut pas faire comme ça. On a défini des standards dans cette architecture micro-front-end, on n'a pas envie que ce soit déjà le bazar à peine démarré, donc non, faut que tu revoies ta copie. Et encore.
et encore. Et bon, au bout d'un moment, Solène, elle en a eu un peu ras-le-bol, et Corentin aussi, et ils se sont dit, bah, tu sais quoi, Lucas, il vient de revenir de congé paternité, on va lui demander de s'occuper de ça. L'ambiance n'était pas géniale, parce que je vous laisse imaginer qu'il y avait un peu un côté, bah, je te refile la patate chaude, hein, moi j'arrive pas à me mettre d'accord avec Corentin sur comment on doit faire son truc, donc tu te débrouilles. Évidemment, hein. Ça n'a pas marché la première, ça n'a pas marché la deuxième, ça n'a pas marché la troisième, ni la quatrième. Bref, au bout d'un moment, on avait un ping-pong qui durait depuis 3 bonnes semaines, qui commençait à casser les pieds un petit peu tout le monde. Et ils se sont dit, bah, plutôt que de s'engueuler par pull request, enfin par commentaire interposé dans les pull requests, on va aller dans un call et puis on va essayer de discuter un petit peu tous ensemble. Le call, ça a donné à peu près ça. Ils se sont juste pris la tête en direct au lieu de le faire de manière asynchrone. D'un point de vue émotionnel, c'était pas beaucoup mieux, quoi. Donc le problème, c'est que d'un point de vue opérationnel, on avait besoin que ça avance. Donc comme je vous disais, j'étais le manager de Corentin, mais pas celui de Solène et Lucas, mais je me suis accordé avec leur manager pour mettre ma casquette de manager pénible et dire maintenant, vous vous démerdez en fait, il faut que ça sorte. Donc il y a quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, vous le faites potentiellement un petit peu tous, mais à un moment, il faut qu'on pousse du code, il faut qu'on puisse avancer parce que là, vous ralentissez absolument tout le monde. Donc c'est parti, on a livré ce qu'on avait à livrer. Et après, on a quand même pris le temps un petit peu de se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de travers? Le premier truc qui était de travers, c'était que c'était une PR beaucoup trop grosse. Il y avait énormément de choses qui avaient été lancées. Il y avait un côté un peu fondation de toute une nouvelle partie de l'application qu'on avait mis dans cette pull request-là. Clairement, c'était trop gros. Donc il y avait beaucoup à redire sur énormément de code. Le deuxième truc, c'est que on a laissé les échanges asynchrones durer beaucoup trop longtemps. Je veux dire, je vous parle de 3 vraies semaines, où quasiment tous les jours, non, ça c'est pas bon, ça il faut retravailler, je retravaille, c'est pas bon, je pas marre. C'était juste pas possible de laisser traîner ça trop longtemps. L'autre point, c'est qu'on avait une partie de la code base qui était vraiment chasse gardée. On avait 2 personnes qui avaient développé toute une nouvelle architecture avec des tas de règles, c'était des personnes très attentives à la qualité du code, à l'architecture, à faire des choses vraiment hyper propres. Mais comme toujours, les meilleures intentions, enfin, on a envie de faire les choses hyper bien et de se dire maintenant on va suivre des règles géniales. On peut trouver qu'il y a d'autres règles qui sont un peu mieux que celles-là. Et puis après on rentre dans des débats d'idées et on n'arrive plus à avancer. Donc d'avoir seulement 2 personnes, entre guillemets référentes, qui pouvaient décider de tout, ça a créé un côté un petit peu chasse gardée qui rendait la coopération un petit peu compliquée. Le problème derrière ça, c'est que c'était aussi pas forcément parfaitement documenté partout. Il y avait d'excellentes intentions de vouloir faire bien, mais si tu n'expliques pas aux autres ce que tu attends d'eux, c'est difficile pour eux de savoir réellement ce qu'il va falloir changer de leur pull request pour qu'on puisse avancer. Et derrière, voilà, au bout d'un moment, quand il y a trop d'échanges, on n'arrive plus à garder le fil de ce qui s'est passé, de rester en mode asynchrone, ça a juste ralenti les choses et frustré un petit peu tout le monde. Bref, globalement, on a tout fait de travers. Je pense que si vous repensez à des séances de code review qui se sont mal passées et des pull requests qui ont traîné pendant des lustres, vous retrouverez certainement beaucoup de ces choses-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que cette fameuse grosse pull request, on a réussi à merger, et puis l'idée, c'était de réussir à passer à autre chose. Mais on ne pouvait pas juste dire aux gens, bon, maintenant, on a réussi à merger, et puis la suivante, ça se passera mieux. Ça, c'est du wishful thinking, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on a fait, avec un petit peu tout le monde, ça c'est moi, on s'est dit, on va aller dans un call, et on va essayer d'apaiser un petit peu les choses auprès de tout le monde. Donc, dans un premier temps, durant ce call, on s'est aligné sur les faits, sur les chiffres. La pull request, elle faisait tant, ça nous a pris tant de temps, ça a eu tel impact sur le delivery, vraiment être purement factuel. Une fois qu'on s'est aligné sur les faits, juste pour être d'accord sur ce qui s'est passé d'un point de vue purement opérationnel, on a dit maintenant, on est des humains, on a besoin de parler. Donc chacun son tour a eu en quelque sorte un bâton de parole virtuel, et a pu exprimer tout ce qui s'est passé, mais vraiment en ressenti. L'idée, c'était pas de dire « ouais, toi, t'as fait ça », c'était de dire « il s'est passé ça, voilà ce que ça a déclenché chez moi ». C'était pas un exercice facile, il y a des gens dans le lot qui avaient une vraie difficulté à faire ce genre d'exercice. Ça s'est bien passé, il y a eu énormément de respect de la part de tout le monde, même si tout le monde n'était pas forcément d'accord. Chacun a pu s'exprimer sans être interrompu, sans être jugé, et ça a permis derrière d'avoir un call un petit peu plus apaisé, qui a permis de revenir sur un mode un petit peu plus constructif. Donc on a reparlé de l'exécution, donc alors les choses se sont passées, on a pu faire des parallèles
entre ce qui s'était passé et les sentiments, les émotions qui ont été exprimées par les personnes durant le call. On s'est juste fait un petit récap des bonnes pratiques qui étaient déjà en place à l'époque chez CoachHub. Et l'idée, c'était de dire, par rapport aux bonnes pratiques, par rapport à ce qu'on a pu constater, même si on avait mis un certain nombre de ces bonnes pratiques en place, on a vu des limites, on a envie de changer un certain nombre de choses tout de suite. Et surtout, plutôt que de dire on va faire mieux la prochaine fois, on a dit non, mais là, il y a une PR qui va arriver bientôt, on est en train de finaliser quelque chose dans mon équipe. Cette PR, ça va être l'occasion de mettre en œuvre tout de suite les changements qu'on a envie d'expérimenter et de voir si on arrive à avoir un meilleur résultat. Et on s'est dit, c'est cool, on s'est mis d'accord durant un call sur on va faire ça mieux, mais on avait quand même envie de creuser davantage et essayer de créer des standards un petit peu plus élevés en termes de process autour des code review chez CoachHub. Et du coup, ils étaient un petit peu plus copains. Ça marchait du coup un petit peu mieux, humainement en tout cas, on avait apaisé la situation. Donc ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir 3 développeurs qui avaient vraiment envie de changer les choses, qui n'ont pas juste campé sur leur position en se disant non, mais ça s'est mal passé à cause des autres. Ils se sont vraiment dit, on a merdé, on va chercher un petit peu des choses intéressantes à mettre en place qui dépassent les choses un petit peu évidentes, pas faire trop gros, essayer d'être clair dans ce qu'on fait, etc. Et ils sont tombés sur un truc assez sympa que j'ai envie de vous partager, qui sont les conventional comments. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ça dans la salle? Je vois 2, 3, 8 à droite à gauche. Ouais, là-bas aussi. Donc pour vous, désolé, il ne va pas y avoir énormément de découvertes sur les prochains slides, mais il y a d'autres choses qui arrivent après. Donc l'idée derrière les conventional comments, c'est quoi? C'est de mettre un préfixe sur vos commentaires pour dire dans quel état d'esprit vous êtes en train de faire un partage. Pourquoi vous êtes en train de commenter ce que vous êtes en train de commenter dans le code qui vous a été soumis. Vous pouvez rajouter des décorations pour rajouter un petit peu plus de contexte. Ce que je suis en train de te dire, c'est hyper important, ou c'est un peu bloquant, ou voilà, c'est vraiment clarifier le message que vous êtes en train de passer. Et on a également pris le temps, sur ce site-là, il y a pas mal de choses qui sont proposées pour améliorer la communication écrite dans les reviews. On va y revenir, mais de manière générale, ce que vous transmettez à l'écrit et ce que vous transmettez dans la vraie vie, il y a énormément de signal qui est perdu quand vous transmettez juste à l'écrit. Donc il faut un effort supplémentaire pour réussir à bien faire passer vos intentions et limiter autant que possible les incompréhensions. Au niveau des exemples, clairement, vous avez une pull request, il y a quelqu'un qui vous dit le terme c'est pas le bon. Écoute, c'est sympa, moi j'ai développé ça en me disant que le terme était le bon, j'essaie de faire bien mon travail, juste me dire c'est pas bon, c'est cool, mais je fais quoi? Je vais galérer, puis bon, c'est quand même pas super sympa ce que tu me balances, bref. C'est pas très constructif. Si on rajoute un petit préfixe, disant là il y a une suggestion quand même, le mot c'est pas le bon. C'est un peu moins agressif. On se dit tiens, on est plus dans la suggestion que dans le bashing. C'est cool. Puis si on veut être encore plus constructif, on dit écoute voilà le mot c'est pas le bon. Je pense que tu devrais regarder à tel endroit pour aligner le wording. Comme ça on explique où est-ce que je peux trouver l'information et pourquoi en fait finalement c'est important que mon wording il soit fait correctement. Et derrière, il y a d'autres exemples qui vous montrent, par exemple, on peut poser une question en disant c'est une question, je veux juste essayer de comprendre un truc, par contre, ce n'est pas bloquant, tu peux pousser potentiellement ta pull request en l'état. Derrière, on peut aussi avoir des suggestions, par exemple là, et entre parenthèses, en disant je te fais une suggestion, mais on parle de sécurité, donc essaie de creuser ton truc et essaie d'être vraiment sûr de ce que tu es en train d'implémenter. Il y a plein de labels. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Globalement, l'idée, c'est n'hésitez pas à faire des suggestions quand vous trouvez qu'un truc est sympa, que c'est élégant, que c'est bien écrit, que c'est clair et que vous avez apprécié revoir une partie de ce code-là. L'idée, c'est que ce soit sincère et pas juste pour brosser quelqu'un dans le sens du poil. Les nitpicks, c'est un petit détail. Une suggestion, si vous proposez quelque chose qui va vraiment permettre d'améliorer le code, et ça peut être bloquant ou non bloquant. Issue, là on est vraiment sur un problème qu'il faut régler. Et vous voyez qu'il y en a pas mal d'autres, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de tout. Vous pouvez retrouver tout sur le site Conventional Comments, qui est pour le coup hyper clair, hyper épuré. Pour les décorateurs, j'encourage énormément, et on s'est énormément mis à utiliser tout ce qui était blocking et non-blocking, parce que des fois il y a quelqu'un qui va vous faire un commentaire, vous dire j'ai vraiment merdé là. Puis en fait la personne dit non mais il y a ce problème-là, je l'ai identifié, mais par défaut, je pense que ce n'est pas bloquant, je pense que tu peux quand même avancer. Éventuellement, on se fait un ticket pour plus tard, une note pour dire ce sujet-là,
On va le traiter dans une autre itération, dans un autre ticket, dans une autre feature. Et les if minor, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. L'idée c'est de dire, là il y a un souci. Si jamais ça coûte pas cher de le régler, ça serait bien de le faire maintenant. Si ça coûte un peu plus cher, on peut prendre le temps de la discussion. Mais j'aime bien le côté if minor qui permet d'ouvrir un petit peu plus la discussion. Ce n'est pas une liste qui est finie. Si vous voulez implémenter des trucs en plus, vous mettre d'accord sur d'autres décorateurs ou d'autres labels au sein de vos boîtes, n'hésitez pas à le faire. Après, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Si vous commencez à démultiplier tout, ça peut vite être compliqué à suivre dans vos différents commentaires. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt génial. Et ça a fait vachement de bien dans les échanges qu'on a eu derrière. Sur la partie communication écrite, faut vraiment avoir à l'esprit que chaque mot que vous allez utiliser, la manière dont vous allez vous exprimer dans les commentaires que vous mettez dans vos pull requests, ça va clairement changer la manière dont le message est perçu. La première recommandation qui est donnée par Conversational Commons, ça va être d'être sincèrement curieux sur ce que vous avez devant vous. Plutôt que de balancer, ouais, tu pourrais faire ça comme ça, je pense que ce serait mieux, plutôt poser la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire ça? Je pense que ça pourrait avoir cet impact-là. Dans le deuxième cas, plutôt que de vraiment être dans le jugement et d'en donner tout de suite la solution en disant « tu n'as pas fait les choses correctement, voilà comment il faut les faire », on est plus dans le questionnement parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que vous êtes potentiellement en train de manquer de contexte dans le code que vous avez sous les yeux. Et que peut-être que là, dans l'exemple qu'on a ici, de ne pas le faire dans le composant main, ça a du sens. Donc, plutôt que de tout de suite dire « moi j'ai compris et tu n'as pas fait les choses bien », poser la question. Et potentiellement, juste poser la question, ça va permettre à la personne qui a réalisé le changement de réaliser par elle-même qu'elle n'a pas fait les choses bien et qu'effectivement, ça pourrait avoir du sens de faire ça différemment. L'idée aussi, c'est d'éviter de démultiplier les commentaires qui sont tous les mêmes. Clairement, voilà, si j'en ai 12 des comme ça dans ma code review, au bout d'un moment, ça va, j'ai compris. On peut regrouper tout, ça fait un petit peu moins le côté mitraillette. Moi, j'ai repéré ça, 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 ça. Non, de manière générale, il y a un pattern qui a été vu dans la manière de coder ce que tu as codé. Si tu pouvais faire un changement global pour améliorer les choses pour telle raison, ça pourrait être top. C'est un petit peu plus propre et ça évite plein de petits commentaires partout. L'idée aussi, c'est de ne pas faire de cet exercice de commentaire, de code review, quelque chose où tu as fait quelque chose et tu règles ton problème. Je ne sais pas vous, mais pour moi, la qualité du code qu'on produit, la qualité du code qu'on pousse en production, c'est l'affaire de tous en fait. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de pousser quelque chose qui n'est pas forcément, quelqu'un a envie de pousser quelque chose qui n'est pas forcément aussi qualitatif que ce qu'on voudrait, potentiellement on est là pour l'aider, pour permettre à tout le monde derrière d'avoir une code base qui est plus qualitative. Donc plutôt que de dire tu aurais dû écrire des tests pour ça, qui a un côté un peu finger pointing, et t'as pas fait ça bien, et c'est de ta faute, et c'est vraiment ton problème, on va plutôt dire nous pour ça on est censé écrire des tests. Ça permet du coup d'avoir un côté, on pointe plus véritablement la personne, on en fait un souci qui est partagé, c'est pas important que toi t'écrives des tests, c'est important que nous ayons des tests dans ce cas de figure. Et derrière, ça ouvre aussi la porte à une collaboration potentielle. Si la personne dit « ouais, mais j'ai pas écrit de test parce que ça me semblait pas hyper important, puis je savais pas trop comment faire de toute façon », si en commentaire on a plutôt quelque chose qui dit « nous voulons faire des tests », la personne va dire « écoute, est-ce qu'on pourrait pas le faire ensemble ?» Tandis que si à la base on dit « tu devrais écrire des tests », c'est que c'est vraiment juste mon problème, et si j'ai besoin d'un coup de main, tant pis, je me débrouille, quoi. Donc pourquoi c'est hyper important ? Faut garder à l'esprit qu'en face à face, quand vous voulez transmettre un message, vous donnez énormément d'informations avec plein de choses. Il y a votre corps en entier. Rien que quelqu'un qui est assis, qui a les jambes croisées, qui frétille un peu, ça veut dire quelque chose. Vous avez le ton. Est-ce que la personne est enjouée, moins enjouée, plutôt calme, plutôt stressée, et le choix des mots. En vidéoconférence, on ne voit plus qu'une partie du corps. Je ne sais pas si vous faites de la vidéoconf en entier, mais moi, ça s'arrête là, à peu près. Et du coup, tout ce qui se passe en dessous, c'est oublié, même si on peut se dire, on ne parle pas vraiment avec les genoux, les pieds, etc. En réalité, si, on transmet énormément de choses dans la posture générale du corps. Donc, on va déjà perdre un petit peu dans la précision de ce qu'on est en train de transmettre, en tout cas dans le message qui est transmis à la personne.
Sur de l'audio, bah, on ne voit plus les gens, donc il n'y a plus que le ton, le wording qui est hyper important. Et puis bah, à l'écrit, bah, il n'y a que les mots, quoi. C'est pour ça que le choix des mots à l'écrit, dans cet exercice-là, il est hyper important. Et qu'il faut prendre le temps de choisir vraiment ces mots pour se dire, quand j'écris ça comme ça, avec ces mots-là, qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Comment ça peut être reçu? Avant de vraiment faire avancer les choses. Et c'est marrant, il est super sensible, je n'avais pas appuyé, mais c'est sorti quand même. Je ne sais pas vous, mais on travaille aussi souvent beaucoup en anglais. Et bah, malheureusement, Lost in Translation, j'ai utilisé un mot, une tournure plutôt qu'une autre, à quelqu'un qui ne parle pas trop anglais non plus, dont c'est même pas la langue maternelle. On peut vite arriver dans des quiproquos assez terribles en fait. C'est pour ça que le choix des mots, c'est quelque chose de primordial dans cet exercice de code review quand vous le faites de manière asynchrone. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que la code review, c'est devenu quelque chose d'hyper important. C'est aller très très haut dans les priorités des choses qu'on considère qu'un développeur devait faire chez CodeShop. On s'est pas mal inspiré, enfin, je ne sais pas si certains se sont un peu documentés sur le sujet, mais il y a Sarah Wessels, qui est staff engineer chez GitHub, qui a pondu un article vraiment sympa sur le sujet, où en gros, elle raconte son expérience en tant que staff engineer, et elle explique que pour elle, la code review, c'était devenu quelque chose d'hyper prioritaire. En fait, l'état d'esprit derrière ça, c'est je suis en train de développer quelque chose, c'est cool, mais si j'ai un de mes collègues qui a presque fini et qui attend juste que quelqu'un vérifie ce qui a été fait avant que ça parte en production, bah plutôt que de continuer pendant 2-3 jours sur ce que je suis en train de faire ou 2-3 heures sur ce que je suis en train de faire, dès que possible, je me mets en pause et je m'occupe de ça. Comme ça, je pousse de la valeur à l'utilisateur plus vite, plus tôt. Donc ça a été son approche et c'est quelque chose qu'on a pu faire chez CodeShop aussi qui a eu des impacts très significatifs sur notre capacité à rapidement valider du code qui est arrivé à ce niveau de code review. Hop. Donc pour arriver à un temps de résolution et une validation du code en pull request beaucoup plus rapide, ce qu'on a mis en œuvre, on a vraiment fait attention, même si c'était déjà quelque chose qui était en place, à ne pas multiplier les sujets au sein d'une pull request. Est-ce qu'on est en train de faire un refacto? Est-ce qu'on est sur une feature? Si on est sur une feature, est-ce qu'on a réussi à vraiment garder un workflow, un des use cases qui soit le plus petit possible pour éviter d'avoir quelque chose de trop gros et de trop compliqué à revoir? On s'est mis d'accord sur le fait de rester sous les 300 lignes de changement. Alors, c'est une cible, ça veut dire que des fois il y a plus et que ça peut parfaitement avoir du sens et qu'on n'était pas juste à dire non, tu as dépassé les 300, moi je ne veux pas revoir ton code, mais garder quelque chose d'humainement gérable quand il s'agit de garder à l'esprit tout ce qui a été fait pour dire de manière générale, je pense que ça marche ou je pense que ça ne marche pas, qu'il y a des choses à revoir. On a mis en place des notifications Slack automatiques. Dès qu'il y avait un ticket qui arrivait en review, bouf, on a une notif. Quelqu'un voit qu'il y a quelque chose qui arrive qui est à cet état-là, et c'est important de rapidement s'en occuper. Et on a également introduit des principes de code-based stewardship. Ce qui se passe beaucoup quand on fait de la pull request et quand on fait de la code review comme ça, c'est que ça se passe à l'intérieur des équipes. Et du coup, on se retrouve à avoir un petit peu toujours les mêmes personnes qui revoient notre code. Et ça fait un petit peu, on est dans un petit entre-soi. Ça n'aide pas énormément en fait à ouvrir un petit peu son esprit et à apprendre d'autres personnes. Donc le principe de la code-based stewardship, c'est quoi? C'est d'essayer de casser les silos entre les équipes et d'identifier des personnes qui fassent partie de différentes équipes qui connaissent des composants particuliers de votre code base. On a, je sais pas, 3-4 personnes qui vont s'occuper de 2-3 composants parce qu'ils ont cette vision d'ensemble de comment les composants marchent, comment les composants interagissent les uns avec les autres. Et ils vont avoir cette connaissance plus de comment le code est foutu et comment, idéalement, il faudrait le faire évoluer. En faisant ça, on avait plus de candidats potentiels en tant que reviewer sur les codes review. Et surtout, on a permis aux développeurs de discuter avec des développeurs d'autres équipes et de multiplier les interactions avec des personnes différentes pour apprendre un petit peu plus d'autres personnes. Les retours que j'ai eus des devs étaient assez dithyrambiques sur cette partie-là. Je vous les partagerai un peu plus tard dans la présentation. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est quelque chose d'assez gros. On pourrait faire une presse d'1 heure complète juste là-dessus. On a beaucoup investi dans la partie CI/CD. Non, ça va trop vite. Pourquoi ça va comme ça?
Hein, et moi, j'ai tout cassé. Pardon. Voilà. Et ça réagit plus. Non. Mais on va y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'idée, c'était de se dire, si on a une pipeline qui met 10, 15, 20 minutes à s'exécuter entre le moment où j'ai pushé mon code et le moment où on peut commencer à le revoir, c'est long, c'est pénible, donc on a fait en sorte l'une des stratégies adoptées, ça a été de réduire très significativement les tests qui étaient lancés quand on était sur des composants bien spécifiques. L'idée qu'il y avait derrière les micro-front-end, c'était de compartimenter un petit peu plus les différentes pages et les différents composants qu'on avait sur nos écrans. Donc à partir du moment où le code ne modifiait qu'un tout petit composant et qu'on était sur quelque chose de bien isolé, on ne rejouait pas l'intégralité de tous les tests, de toute la CI, pour considérer qu'on n'avait rien cassé. Et un truc un peu audacieux qu'on a décidé de mettre en place avec les autres engineering managers de chez CodeShop, c'était de mettre des objectifs sur des métriques de pull request. Alors, je suis désolé, il y a peut-être des développeurs qui s'affolent dans la salle et qui se disent « Mon Dieu, ils sont fous ces managers ». J'espère que je vais vous rassurer assez rapidement. Donc, au niveau des exemples qu'on a pu proposer, les différents objectifs, c'était revoir au moins 30 pull requests dans les 6 prochains mois. C'est pas hyper impressionnant. Commenter au moins une trentaine de pull requests dans les 6 prochains mois. Pareil, c'est pas énorme en termes de chiffres. Et poser une question dans au moins une cinquantaine de pull requests dans les 6 prochains mois. Donc là, la première réaction, c'est ouais, ça va, il n'y a pas grand-chose, quoi. À moins que vous fassiez une pull request tous les 3 semaines, c'est pas ouf. Mais l'idée, c'était d'avoir des objectifs qui soient très facilement atteignables, juste pour créer de la bonne habitude. Plutôt que de mettre la pression sur les développeurs et de leur dire « ouais, il faut faire au moins tant parce que c'est hyper important et tout », bah, on s'est dit « on ne va pas mettre des chiffres très élevés pour qu'ils se rendent compte que c'est très facilement atteignable, mais juste créer l'habitude ». Je vais revenir sur les résultats qu'on a pu avoir après. Le truc auquel il faut faire gaffe sur ce type d'objectif, de manière générale, c'est ce qu'on peut avoir, ce qu'on appelle l'effet Cobra. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? J'imagine oui, c'est assez répandu. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Ok, donc quand même un certain nombre de personnes. On a appelé ça comme ça. Je ne suis pas très bon pour les dates, pour les citations, tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment en Inde, quand le Royaume-Uni avait été encore colon en Inde, quand il gérait un petit peu les affaires là-bas, ils se sont rendus compte qu'à Delhi, il y avait un vrai problème de cobras, un vrai problème d'insécurité lié aux cobras dans les rues. Il y avait beaucoup de cobras, il y avait beaucoup de gens qui étaient mordus et c'était un vrai problème. Donc ils se sont dit, les gens qui nous ramènent des cobras morts, on va leur donner une petite prime, histoire que les gens ils chassent un peu les cobras et qu'ils nous aident à nous débarrasser de tous ces cobras. De prime abord, c'est plutôt intéressant. On se dit, ah bah, c'est cool, les gens ils chassent les cobras, ils les amènent. Et au début, ça a plutôt bien marché. On avait de moins en moins de cobras dans les rues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça a stagné et ça a recommencé à monter petit à petit le nombre de cobras dans les rues. Et les problèmes qui donnaient l'impression de commencer à être réglés, et ben, finalement, ils ont refait surface. Et ils se sont rendus compte que les gens ils se sont dit, attends, moi, ce qu'on me demande, c'est de ramener des cobras morts. Si je veux trouver plein de cobras morts, bah, j'ai qu'à élever des cobras. Si j'élève des cobras, je ramène juste des cobras élevés que j'ai tués et puis je vais gagner de l'argent comme ça. Du coup, l'effet encore plus pervers qu'on ne voit pas ici, c'est que du coup, le gouvernement britannique a dit « Oh là là, mais ils sont en train de nous entuber là. Stop, on arrête de faire ça. » Il s'est passé quoi? Ceux qui avaient des fermes à cobras, ils ont relâché tout le monde. Donc le problème était encore pire qu'au démarrage. C'est pour ça que même si de prime abord, on peut se dire mettre des objectifs sur une quantité de pull requests revus et commentés, etc., ça peut être plutôt risqué dans les faits. Si on est sur des chiffres très bas, juste en fait, on crée de l'habitude. On crée une habitude saine et on donne envie aux développeurs de se lancer dans cet exercice-là. Ce qui se passait chez CodeShop, c'est que on avait quelques développeurs qui étaient beaucoup plus seniors que les autres dans certaines équipes où des fois c'était des principals ou des staff engineers qui étaient un petit peu transverses. On se retrouvait à avoir 70-80% des pull requests qui passaient chez eux, et c'est eux, en gros, qui mettaient le stampon sur tout le monde. Et du coup, il y a des gens, s'ils n'avaient pas cette curiosité, cette envie profonde de faire de la code review, ils n'en faisaient jamais.
ce qui n'est pas génial. Donc du coup, au niveau des nombres, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit la taille des pull requests d'à peu près 40% en 6 mois. Au niveau du temps de cycle, pareil, donc le moment où la personne dit que la pull request est prête et le moment où elle est validée, on a réduit ça d'à peu près 60%. Le time de first review, donc on était à 12 heures ouvrées, ce qui est déjà plutôt pas mal, on est plutôt dans quelque chose d'assez réactif, on a divisé quasiment par 2 en 6 mois. On a augmenté le nombre de pull requests par mois, vu qu'on a forcé les gens à avoir des choses plus petites. Du coup, il y a eu un travail aussi tout en amont. Hein. Je veux dire, si côté produit, au moment où vous écrivez vos user stories, vous faites des trucs énormes, bah, souvent il y a beaucoup de code à changer et puis voilà quoi. Donc là, il y a eu un vrai travail avec les product managers, avec les engineering managers pour avoir un découpage de travail qui était bien fin, bien clair, pour permettre de faire des changements dans le code qui soient petits et qui puissent rapidement être livrés. On a augmenté énormément le nombre de commentaires dans les pull requests. À partir du moment où on a encouragé les gens à le faire et se sont dit tiens, j'ai le droit de commenter, on va voir ce que ça donne, j'ai le droit de poser un peu plus de questions, puis on a eu davantage d'échanges, moins de la pull request est validée sans rien dire à personne. Et donc comme je vous disais, on a augmenté significativement la distribution des reviewers. On n'a plus eu les 3-4 mêmes devs qui validaient quasiment la totalité de la codebase. Et au niveau des résultats, des feedbacks que j'ai eus des développeurs que j'avais en tant que manager, le premier c'est Cynthia qui me disait moi je me suis mis à adorer revoir le code des autres. Je comprends ce qui se passe sur la plateforme, je comprends ce que les autres sont en train de faire, je vois différents styles de développement, différentes approches, et ça m'a permis de créer du lien avec mes collègues. Cynthia, qui faisait quasiment pas de code review, en 6 mois, elle a validé 170 PR. Elle s'est vraiment pris au jeu, et il y avait une vraie différence dans sa maturité et sa capacité à comprendre l'ensemble de la code base. Elle a grandi énormément en l'espace de quelques mois juste avec cet exercice-là. Et elle est devenue quelqu'un d'hyper visible auprès de tout le monde parce que comme elle était dans toutes les pull requests, comme elle était dans toutes les discussions, les gens derrière revenaient énormément vers elle dès qu'il y avait un sujet front-end et plus forcément vers Lucas qui était notre staff front-end. Marine, elle, plus junior, pareil, elle se disait, je ne suis pas légitime, aller revoir le code des autres, aller commenter, poser des questions, je laisse les grands faire, entre guillemets. Quoi. Elle s'est dit, maintenant j'ai des objectifs, je vais le faire. Elle s'est mise à revoir beaucoup plus de pull requests, elle a commenté pas mal à droite à gauche, et elle me disait, même si je ne valide pas la pull request parce que je ne me sens pas capable d'être sûr que tout est bien, je pose des questions, je m'intéresse à ce qui est fait, et ça me permet de comprendre un petit peu mieux comment les choses évoluent sur la plateforme de manière générale. Corentin, l'un de nos protagonistes au début, développeur senior bien aguerri, il m'a dit juste d'avoir mis en place ces conventional comments et de s'être mis d'accord sur un certain nombre de bonnes pratiques et de sauter rapidement dans des calls dès que les échanges commencent à se multiplier un petit peu en commentaires, ça a rendu ça vachement plus agréable, vachement plus fluide, vachement plus efficace et on a constaté moins de bugs, moins de soucis suite à la mise en place de tout ça. Et Solène, pareil, une des protagonistes au début, disait clairement on a moins peur de faire des commentaires, on a moins de peur de dire aux gens voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai trouvé, parce qu'on arrive mieux à faire passer le message avec des décorateurs, avec le bon wording, et c'est un petit peu moins fait sous la jambe. Quoi. On n'écrit plus un commentaire de trois mots disant ça c'est pas bien. Quoi. Ah, ok, c'est pas bien, aide-moi. Là, ça marchait beaucoup mieux. Et là, on peut se dire, voilà, on a abordé un peu tout, on est cuit. Mais pas complètement. En fait, cet exercice-là, et c'est marrant, ça s'est passé un petit peu, quelques semaines avant cette conférence, chez Auguré, on a eu une problématique un petit peu similaire où on s'est posé la question, suite à plusieurs post-mortem, parce qu'on a des choses qui ont été cassées en production, on s'est dit comment c'est possible d'envoyer des bugs en prod aussi grossiers, alors qu'il y a quelqu'un qui est repassé sur le code. Et chez Augury, le niveau de seniorité des développeurs, il est vachement élevé. Je pense que le minimum, on est à 6-7 ans d'expérience. Et puis, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc on s'est dit, comment c'est possible de faire passer des bugs aussi grossiers en production, casser des choses aussi importantes, alors que les gens font sincèrement bien leur travail pour repasser sur le code des autres. Et il y a un truc hyper important qu'on a oublié. Est-ce que ça parle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'on a pu oublier d'aborder là? La compréhension de l'APR en elle-même, du fonctionnement de l'APR. Le contexte. Vous pouvez
faire de la code review, constater que ça a l'air scalable, c'est propre, ça respecte l'architecture, tous les principes sur lesquels on s'est accordé. Mais si vous ne savez pas ce que le code il est véritablement censé faire, il a beau avoir l'air propre, clair, il ne va peut-être pas forcément faire ce que veut le client. Il va peut-être avoir aussi des impacts qui dépassent juste les petits composants dans lesquels vous êtes intervenu, parce qu'il y a d'autres composants ailleurs qui utilisent ça, qui sont interfacés et qui pourraient mal réagir aux changements que vous avez faits. Du coup, on était un petit peu emmerdés parce que on se dit, bon, on peut faire plus de documentation, on peut prendre le temps d'échanger davantage. Et une des solutions qui a été proposée par les développeurs, c'était de dire, quand le contexte de l'APR il est un petit peu compliqué, on va dans un call et puis on fait la review ensemble. Et c'est là qu'il y a un petit running gag marrant qui s'est réenclenché. Chez Oyuri, il n'y a pas trop la culture du pair programming. Assez peu. Et du coup, à chaque fois que je mets le sujet sur la table, que je trouve une opportunité de le mettre, la réponse c'est ouais, mais on n'a pas le temps, on a trop de trucs à faire, c'est compliqué. Et puis là, je les ai laissés un petit peu parler, puis ils ont proposé ça, et puis je leur ai dit, mais et si, plutôt que d'attendre d'avoir écrit le code qui est censé faire changer quelque chose sur la plateforme, plutôt que d'attendre ce moment-là pour aller dans un call ensemble, pour vérifier que le code il fait ça bien, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas plus tôt ? Puis ils m'ont regardé, et puis à un moment, ils ont tilté, et puis ils ont dit, tu nous mets encore ton pair programming sur la table. Je dis, mais oui, mais en même temps, si vous voulez améliorer la qualité de votre code review, plutôt que d'attendre que le code ait été développé une première fois pour se mettre à plusieurs pour vérifier qu'il a été bien fait, faites-le plus tôt. Et c'est le message que j'ai globalement envie de vous passer à l'issue de cette conférence-là. Améliorez la qualité de vos pull requests et les échanges que vous avez à l'intérieur. C'est important. Ça marche bien et ça va apporter des vrais résultats. Mais à partir du moment où vous développez quelque chose de compliqué, qui nécessite d'être à plusieurs pour revoir le code, ça serait quand même vachement mieux de le produire à plusieurs d'entrée de jeu. Et j'ai terminé. Vous pouvez applaudir si vous voulez ou pas. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas où on en est niveau timer. Super. Des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Dis-moi. J'avais deux questions, parce que tu as répondu à une de mes questions à la fin. Oui. Déjà très intéressant le partage. J'allais justement te dire pourquoi pas faire un point avant de commencer à coder, pourquoi pas faire du pair programming. Du coup, tu as répondu. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez déjà pensé à faire du stacked pull request? Du stacked pull request. Ouais, pour enchaîner des petites pull requests sans avoir à attendre que la première soit validée, on peut continuer sur une autre qui vient de la première. Et ça permet d'éviter les temps d'attente, vous savez, entre j'ai fait quelque chose, maintenant j'attends que ce soit validé, donc je vais changer de sujet, et puis après je vais revenir quand il y aura un retour pour éviter les contextes switching. Donc les stack pull requests, l'idée c'est de faire des tout petits changements, mais de ne pas forcément avoir besoin d'attendre la validation du changement initial sur lequel on base la suite des pull requests. Oui, voilà, faire un changement qui peut partir en prod, c'est pas terminé, mais ça peut partir. D'accord. Et je continue à faire la suite en fait, pendant que les autres sont en train de faire la review. Alors c'est quelque chose. Alors est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Je ne sais pas. On n'a pas spécialement eu besoin de mettre ça en œuvre parce que ce qui s'est passé très rapidement avec l'équipe que j'ai drivée, c'est qu'ils se sont mis à faire énormément de mobs et du coup les pull requests étaient validés très très vite. Maintenant, je vois l'intérêt pour des codebases où on a besoin quand même d'attendre un petit peu la validation. Toi, tu as mis ça en place dans quel cadre? Non, j'ai envie de le faire. D'accord. Je n'ai pas encore trouvé les outils pour le faire là où je travaille, mais justement, je m'interrogeais si c'était quelque chose qui vous était venu à l'esprit ou pas. Non, c'est pas quelque chose que j'ai mis en œuvre malheureusement, mais il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a eu cette occasion-là ou qui s'est documenté sur le sujet. Je suis assez preneur effectivement de l'idée. J'ai travaillé quelque part où c'était un peu ça, mais c'était compliqué. Enfin, c'est vrai que du coup sur les gros projets, tout était découpé Ouais. en tout un tas de tickets. Donc effectivement chaque ticket devait être relu, validé, etc. Et ne serait-ce que passer au suivant, du coup c'était compliqué parce que est-ce qu'on attend déjà? Est-ce qu'il fallait du coup pouvoir
reprendre le code qu'on avait pour pouvoir être dans la continuité de ce qu'on avait fait. Et c'est vrai que du coup, en fait, je passais mon temps sur 2 gros projets. Ouais. Où je switchais entre les 2 gros projets, le temps que la PR soit validée, du coup, je venais et c'est vrai que c'est pas idéal non plus. Non, effectivement, c'est pas du tout idéal. Et malheureusement, c'est une des autres grosses maladies de nos organisations qui est d'avoir toujours plein de trucs en parallèle et de devoir changer de contexte en permanence. Je ne sais pas s'il faut rajouter un micro à distribuer ou ça va. On peut, si on peut le faire circuler. Et... on entend, c'est un peu faible, mais on entend. Ok, bon, si on entend, c'est bien. Du coup, effectivement, ça peut être une solution. Après, je pense que ça peut être une solution, mais il faut que ce soit une solution temporaire. À partir du moment où tu as un contexte switching important au sein de tes équipes de développement, c'est important de te poser la question du contexte switching et de plutôt adresser ça en problème vraiment fondamental, plutôt que de te dire je vais faciliter le contexte switching. Ça peut être un besoin et une réalité de l'organisation, mais dans les faits, je pense que derrière, tu dois avoir un management qui se pose la question de pourquoi dans une équipe de 3 devs, j'ai besoin de lancer 5 sujets en parallèle. Ah, c'est parce que j'ai des dépendances avec 4 autres équipes. Ok, dans ce cas-là, on peut se poser la question. Pourquoi tu as des dépendances? Comment tu peux réorganiser tes équipes ou faire monter les gens en compétences pour réduire ces dépendances-là au moins autant que possible, plutôt que de te dire, je dois passer d'un sujet à l'autre, donc j'adapte mon outillage au fait de passer d'un sujet à l'autre. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, là où je suis maintenant, à l'inverse, moi j'ai un gros sujet, ça m'a pris 3 mois à développer. Je l'ai fini, je l'ai envoyé en relecture. Ouais, enfin bon, je suis pas tout seul, on est 70 développeurs, donc là... En solo pendant 3 mois sur un sujet? Ouais. C'est rude, ils n'ont pas peur. Hein. Ça t'arrive d'être malade ou d'être juste un mortel parmi tant d'autres ou... Non, c'est pas l'idée. Oui, enfin voilà, du coup ça m'a pris un temps fou parce qu'il y avait tout à mettre en place, les règles de métier, la manière dont on voulait arriver, qu'est-ce qu'on voulait faire à la fin. Où, entre-temps, finalement, on avance, on s'aperçoit que c'est pas ce qu'on veut, donc on revient en arrière, on repart. Et à la fin, moi, j'arrive avec ma PR, j'ai 20 pages de GitLab, il y a un nombre de changements infernal. Ah ouais, mon lead dev derrière qui a besoin de relire, il n'a pas fini, ça fait un mois que je l'ai livré, parce que je suis pas tout seul. Et tu penses sincèrement que sa review sera fiable sans remettre ses qualités en question? Non, c'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait changer, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et du coup, en même temps, j'ai un autre gros sujet que je viens d'envoyer qui vient juste de me valider, où du coup, c'est pareil, il y a tout un tas de choses à voir. Et derrière, il y a les petits tickets, les petites anneaux, les petits bugs par-ci par-là. Et finalement, mon truc, je me dis, s'il me fait des remarques, ça fait un mois que j'ai lâché le sujet, je vais faire un temps fou à m'y remettre dedans. C'est aussi un sujet. C'est pour ça faire quelque chose de petit, quelque chose qui n'est pas connu par une seule personne et sur lequel tu vas pouvoir itérer très vite. C'est le seul moyen de livrer du logiciel qui est fiable, véritablement. Oui. Et avec une connaissance de la codebase qui soit partagée. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que le pair ou le mock programming. Et c'est le constat que j'ai pu faire dans les équipes que j'ai accompagnées chez CoachHub. Les gens, ils bossaient ensemble tout le temps. Ils tombaient malades. M'en fous. Les copains, ils sont là. Oui, on va un petit peu moins vite, mais les copains, ils sont là. Ils connaissent 80-90% de ce que l'autre connaît. On peut continuer à avancer et on peut itérer petit. C'est un anti-pattern assez violent, ce que tu partages. C'est vrai qu'effectivement, du coup, je suis passé de l'un à l'autre. Effectivement, le fait de se dire, voilà, là, du coup, par rapport à ça, dans un contexte, je vais développer ce petit morceau, envoyer une PR, mais du coup, est-ce que je fais la suite? Parce que du coup, si finalement je fais des changements dessus, et du coup, ça va impacter tout ce qui suit derrière. Donc, c'est la manière d'apprendre qui, du coup, fait que... Et je pense que l'idée de Bruno, c'est ça? Oui, c'est de dire les changements que tu fais dans la première PR sont très petits et potentiellement pas non plus fondamentaux pour la suite. Si tu fais des petits changements qui sont liés les uns aux autres parce que tu es dans le cadre d'une même feature, mais si finalement il faut revoir une partie de la première PR, ça ne remet pas forcément en cause tout ce que tu as fait derrière. Je pense que c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui est trop petit, qu'est-ce qui est trop gros en fait? Nous, on a dit 300, c'est bien. Mais... Oui. Mais quand on va faire un ticket en disant tiens, tu vas développer et tu vas afficher le tableau de... là, c'est du RGPD que j'ai mis en place. C'est le tableau de l'ensemble des candidats pour voir leurs droits de RGPD. C'est là que tu as besoin d'un product manager et d'un engineering manager. 50 lignes ou 500 lignes?
C'est là que tu as besoin d'un product manager et d'un engineering manager qui collaborent, ou d'un tech lead, qui collaborent au moment où ils découpent le travail à réaliser pour que d'un point de vue produit, ce soit petit et cohérent et que d'un point de vue technique, on ne soit pas en train de remettre en cause toute l'architecture. Est-ce que aussi utiliser des feature flags pour livrer quelque chose qui n'est pas fini Ouais, mais je crois qu'ils sont pas fans de ça, donc du coup c'est vrai que c'est voilà, l'adhésion de tout le monde, l'adhésion des équipes, et puis on est 70 développeurs divisés en deux gros pôles qui eux-mêmes se divisent en plus petites équipes sur 5 sites, donc ça s'organise. On était full remote, on était sur une centaine de personnes. Plus, quoi. Je suis d'accord. Il y avait Nicolas qui avait levé la main et Alexandre. On commence par Nicolas. Ok, j'avais une question du coup, si on fait du pair programming, du coup est-ce que la pull request est toujours utile? Nous, on aimait bien garder la pull request parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose qui nous ralentissait et surtout, on était toujours dans cette configuration pendant un certain nombre de mois. On a été dans cette configuration où on avait besoin que Lucas et Solène revoient toutes les pull requests qui arrivaient dans ce périmètre-là. Après, on était bien tous d'accord que c'était quelque chose d'important, donc en quelques heures, les pull requests étaient validés, on pouvait continuer à avancer. Il y a des boîtes qui disent que la pull request c'est nul, qui sont passées à autre chose et qui font effectivement du pair du mob et qui considèrent que quelque chose qui a été créé à plusieurs, c'est suffisamment fiable pour avancer. Si tu veux, j'ai pas de décision franche sur la question. Je pense qu'à partir du moment où on voit que les choses sont fluides, que c'est qualitatif et que ça avance, il n'y a pas forcément besoin de casser quelque chose qui fonctionne objectivement bien. Du coup, c'est une troisième personne du coup qui revoit le travail entre guillemets des deux précédents. Nous, c'était le cas. Okay. Corentin travaillait avec Marine et avec Cynthia, et du coup, c'était Solène et ou Lucas qui revoyaient. Il y avait Alexandre et puis après toi. Oui, mais c'était juste pour rebondir un truc. Tu voulais rebondir, vas-y. Tu dis en quelques heures, on avait validé. Oui. Nous, c'est un truc qui me fait un peu tiquer, là où on essaye d'avoir du deep work pour les devs. Et du coup, j'entends, on essaye de valider au plus vite les reviews. Je sais pas, il n'y avait pas des retours à ce niveau-là, justement, des devs. Ça demande d'être coupé pour intervenir très rapidement. Le truc, c'est que il y avait effectivement une volonté de faire en sorte que ce soit vite review. Après, la consigne, c'était pas non plus dès qu'il y a une pull request, vous lâchez tout pour vous en occuper. C'était garder un œil plutôt attentif à ce qui se passe autour de vous. C'était dans la journée, quoi. C'était souvent dans la journée, oui. Après, on parlait de pull requests qui étaient en général assez petites, assez claires, et surtout, il n'y avait pas une multiplication des sujets. Mon équipe travaillait sur un sujet qui était la vidéoconférence. Les pull requests qui partaient chez Solène et chez Lucas, c'était toujours de la vidéoconférence et il y avait un côté incrémental. Donc le coût de contexte switching cognitif était finalement assez bas pour eux parce qu'ils connaissaient bien ce qu'on était en train de leur pousser. Est-ce qu'il y avait d'autres équipes où c'était plus problématique et où ils n'adoptaient pas exactement ce mode de fonctionnement-là? Je ne saurais pas te dire. Mais je suis d'accord, il y a aussi une inquiétude à avoir de ce côté-là et être toujours très attentif au feedback qu'on va avoir des développeurs là-dessus. Et si à un moment on nous avait dit, écoutez, et en fait, on a mis ça... Alors, au bout d'un moment, on a eu une surcharge cognitive, une surcharge de travail en termes de code review pour Solène et Lucas, parce que le périmètre sur lequel ils étaient, l'architecture micro-front-end, au bout d'un moment, on a commencé à migrer des choses dedans. Et ils se sont rendus compte qu'ils commençaient à avoir des pull requests qui s'accumulaient à tel point qu'ils ne pouvaient plus vraiment développer eux-mêmes. Et à ce moment-là, on a dit, on constate que le petit jardin secret que vous aviez, vous ne pouvez plus en être les seuls gardiens. Il va falloir distribuer un petit peu des macarons de reviewers à d'autres personnes pour distribuer un petit peu plus cette charge de travail-là. Et on a fait évoluer nos pratiques de cette manière-là aussi. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, le fait d'avoir une charge cognitive et des contextes switching réduits pour les devs pour ménager autant que possible des vraies plages de deep work pour être efficace. On a eu le problème à un moment, on l'a adressé derrière. C'est pour ça que, comme on disait, l'effet Cobra, ça peut être aussi quelque chose qui arrive à ce moment-là. On a envie de faire des pull requests qui soient revus très vite, et on peut être tenté de les revoir trop vite pour juste rentrer dans les objectifs. Et c'est pour ça que ces chiffres que je vous ai partagés sur le fait qu'on ait réduit significativement le temps de réponse et le temps nécessaire à la review, ce n'est pas des choses qu'on a partagées particulièrement aux développeurs. On les avait en métrique, on les a vus, on a trouvé que c'était sain et qu'en termes de résultats et de qualité de ce qui était produit, on était toujours très bon.
Donc, nous, on a trouvé que c'était une bonne chose, mais on n'a pas dit aux devs, vous avez vu, ça a diminué, il faut que ça diminue encore. C'était pas l'idée. C'était juste de voir, est-ce que, d'un point de vue métrique, on a l'impression que c'est quelque chose de positif pour le département et pour la plateforme qu'on est en train de développer. Alexandre ? Là, tu parles d'étendre le rôle de reviewer à plus de personnes. Oui. Est-ce que tu as un retour à partager sur le rôle de reviewer à l'IA, sur la relecture et la décoration des pull requests? Alors, dans le tout petit extrait de workshop que j'ai partagé, qu'on a fait chez Augury, où un des gros sujets, ça a été de dire, quand on manque de contexte, c'est compliqué. Une des choses qu'on a décidé de mettre en place, c'était une review automatique par Copilot, qui n'est pas forcément quelque chose qui remonte que des choses pertinentes, mais la plupart sont plutôt très bonnes à prendre. Et on s'est dit, si on peut déjà attraper un certain nombre de choses avec de l'IA, on va se ménager cette peine-là et la prendre, parce que le constat qui a été fait par les devs qui avaient décidé spontanément d'utiliser Copilot pour faire des reviews de leur code, c'était que ça avait saisi des choses qui sont un peu moins évidentes pour l'œil humain, parce qu'il y a un côté un peu trivial, une petite erreur dans une URL, un petit truc comme ça, qui n'est pas forcément évident à tester en environnement de staging et qu'on a besoin de pousser sur de la prod, ou en tout cas dans un environnement un petit peu plus proche de la réalité. Ils se sont rendus compte que ça pouvait aider sur des coquilles. Majoritairement, et que du coup ils avaient envie de... On a un pilote qui va être mis en place chez Augury pour mettre de l'IA systématiquement. En tout cas, il y a un passage d'IA. C'est pas le seul. On a de l'humain qui repasse de toute façon systématiquement sur les PR, mais au moins la personne qui développe fait un premier round avec de l'IA pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses plutôt obvious et attrapables par l'IA qui peuvent déjà être corrigées avant d'aller interrompre quelqu'un. Moi, du coup, par rapport à ça, par rapport à l'IA, parce qu'il n'y a pas toujours pareil de l'espèce de risque de se dire, tiens, je balance tout mon code à ChatGPT qui va être bien content d'avoir bien de la donnée à traiter et bien des choses à avoir. Mais c'est surtout après, qu'est-ce que tu penses de mettre des commentaires justement dans son code? On n'est pas tous d'accord justement, c'est-à-dire que plus je mets de commentaires, plus je facilite la relecture. Mais en même temps, on dit que si j'ai besoin de mettre des commentaires, c'est que mon code il n'est pas clair. Il y en a beaucoup qui disent, si tu as besoin d'expliquer ton design, c'est que c'est pas un bon design. J'ai tendance à dire un petit peu la même chose pour le code. Mais ça fait longtemps que je code plus moi-même. J'essaie de rester au plus proche de la réalité de ce que c'est des développeurs que je peux encadrer. J'ai envie de dire, souvent les pratiques, ce qui est important, c'est d'être aligné sur les pratiques que vous mettez en œuvre et que vous constatiez que ça vous apporte quelque chose. Si c'est important qu'il y ait du commentaire à certains endroits, mettez-le. Si de manière générale, vous trouvez que ça crée du bruit et que ça vous crée des problèmes, il faut arrêter d'en mettre. Il faut qu'on s'arrête. Merci encore une fois pour les échanges qu'on a pu avoir à la fin, pour votre attention. J'espère que vous avez tiré des choses intéressantes de cette présentation. N'hésitez pas à le partager. Il y a le QR code ici qui vous permet de noter la présentation et de rajouter des remarques, des commentaires. Moi, ça m'aide à l'améliorer et puis à proposer quelque chose d'encore plus qualitatif aux prochains événements qui accepteront que je présente ça. Et si vous voulez échanger encore davantage, je reste aujourd'hui, je serai là demain. Et j'irai écouter d'autres conférences. Merci à tous.